138 piastres de gaz. Et vous remarquez, vous autres, que votre bill de gaz a monté pas mal dernièrement? Joy, hein? Moi, je me rappelle que, me semble, ça coûtait 55 à 60 $ un utilitaire. Hein? C'est ça que ça me coûtait de remplir mon camion. Là, on s'en va où, ici? 2 piastres et 20, là? C'est à peu près, là, un peu partout. Vous connaissez? Je le sais, là. Je le sais, il y a le prix du baril, c'est marché. Il y a naturellement le pourcentage que les stations-service doivent faire en profit. Il y a les super taxes de nos gouvernements. Puis là, j'entends des gens qui disent le gouvernement devrait enlever votre taxe. Puis je sais qu'Éric Duhem propose ça, de baisser les taxes. C'est pas fou. Mais si baisse ça, c'est une perte de revenus. Fait qu'il faut qu'ils viennent nous chercher dans le détour. Puis de façon pleine de bullshit, ils vont probablement nous taxer ailleurs. On règle-tu le problème? Ben, vous connaissez? J'ai fouillé un peu. J'ai fouillé, j'ai dit, voyons, comment ça marche, ça? Le prix du pétrole, puis l'inflation qui cause la hausse de tout, puis comment ça que c'est décidé par une couple de pays exportateurs de pétrole, plus des gouvernements, comment ça marche? So, j'ai fait mes recherches, puis j'ai découvert des affaires pas mal intéressantes. Pas mal plus gros que juste le prix du pétrole. Puis aujourd'hui, j'avais le goût d'en parler. J'avais le goût de vous parler de ça. Pour un 2 piastres et 20 le litre. Puis je pense que ça va à 3 piastres, là, moi. Je sais pas vous autres. Pensez-vous que ça va aller à 3 piastres? Ou 4? Ou 5? Écrivez-moi dans les commentaires, là. Écrivez-moi là. Y en a-tu ici qui pensent que ça va aller à 3, à 4 ou à 5? Puis quand? Écrivez-moi là, parce que moi, je pense que ça va à 3 avant la fin de l'année. Facile. Peut-être même avant cet été. Hey, vous le savez, surtout qu'on commence à voyager, à se promener un peu, là, ils montent les prix. Mais aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager ce que j'ai découvert, mais surtout mes questionnements. Sincèrement, c'est pas Jojo. On n'a pas fini là, de nager dans l'eau trouble. On n'a pas fini d'être pris, puis de probablement se faire manipuler, puis se faire dire n'importe quoi. Pas fini. Fait que je fais jouer l'intro vite faite, là, puis on jase de ça tout de suite après. Alright? À dans 2. Hello la gang, Bruno les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Hey, aujourd'hui, on va parler du pétrole. On va parler de ça, là, 2 piastres et 20 litres, là, puis ça s'en va où? Ça va à 3 piastres, 4 piastres, 5 piastres? Puis nos gouvernements vont-ils faire quelque chose? I don't know. Mais juste avant, OK? Je vais faire l'annonce. Vous aimeriez gagner 100 piastres à toutes les semaines de Bitcoin? Hey, on a un de nos abonnés au mouvement crypto qui a gagné 100 piastres cette semaine en Bitcoin. C'est la première fois de sa vie qu'il transigeait des Bitcoins. Alors, super content, ça se peut bien été. Et ben, je vous invite, je mets le lien dans la description si ça vous tente de venir vous informer là-dessus. Puis on fait tirer 100 piastres à tous ceux qui participent à nos Zoom calls à toutes les semaines où est-ce qu'on parle crypto puis toutes les patentes par rapport à cette nouvelle industrie financière. Deuxième chose, une autre chance de gagner 100 piastres, c'est commenter. OK, first, pause, likez la vidéo tout de suite. C'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour envoyer un signal à Facebook, YouTube, Twitter, toute la gang, là. Comme quoi vous aimez la vidéo, donc ça les incite à la diffuser parmi les autres membres et ainsi rassembler des gens comme nous qui veulent se faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Et ben moi, parce que si vous notez l'indice que je vais donner à la fin puis vous commentez, je fais tirer 100 piastres à chaque semaine. Je suis un créateur de contenu qui a le goût de redonner à sa communauté, qui l'encourage. J'apprécie. Puis à la fin du semaine, partagez dans vos réseaux. Faites juste share, partagez. C'est bon encore ça pour l'algorithme. Alors aujourd'hui, je voulais écoutez, je me questionne là-dessus. J'en parle ici et là de l'inflation, puis le prix du gaz, puis les maisons, puis tout. Puis j'ai commencé à me renseigner là-dessus dans les derniers jours, dernières semaines, et j'ai fait des constats que je savais pas. Je sais pas si vous autres, vous saviez ça. À la base, faut comprendre l'inflation. First, faut comprendre l'inflation. À la base, si on revient plusieurs centaines d'années, les gens utilisaient le troc pour échanger les choses. Le troc, c'est pas dur, là, c'est... moi, j'ai un téléphone cellulaire, si on se remet en contexte de 2022, vous avez une tablette, toi t'as une tablette, puis on échange nos choses. C'est le troc, ça. Okay? Il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a pas de... Ensuite de ça, moi j'échange la tablette, moi j'aimerais savoir une tablette, je le montre, je prends ma montre, puis je te l'échange contre la tablette, on vient de faire un troc. Et ça, c'était à la base comment ça se passait, dans le temps de Jacques Cartier, Christophe Colomb, puis même avant ça. Maintenant, il
il est arrivé à un moment donné quelqu'un qui a dit « Hey, si tu as quelque chose de précieux, tu peux l'entreposer chez nous et je vais te donner un reçu. » Comme quoi que c'est chez nous. Alors, et ça a commencé par l'or, parce que vous savez, l'or, c'était un métaux considéré précieux. Les rois, les empereurs amassaient l'or, c'était un métaux précieux. Alors, on donnait un reçu. On dit, viens entreposer mon or, on va te donner un reçu. OK? Puis le reçu, à un moment donné, est devenu $1. OK? Parce que les gens, pour aller consommer leurs biens de subsistance, ou les besoins, ou peu importe les autres plus qu'ils l'acheter, échangeaient leur reçu d'or contre d'autres produits et services. Maintenant, les gens retournaient ce qu'on va appeler la banque, puis ils disaient, hey, au lieu de me faire un reçu de 100$, puis tu me faire, hey, 5 reçus de 20$ parce qu'au marché, puis aux commerçants du village, je vais pouvoir donner 5 fois le reçu. Et la monnaie s'est créée comme ça. Jusque-là, on comprend que c'est à la base un bon modèle parce que on a un produit qu'on va entreposer ou qu'on prête en échange d'un reçu. Donc, la monnaie se crée à partir d'un produit ou un service. Right? Right. Maintenant, où est-ce que ça a commencé à mal aller? C'est quand nos banques et nos gouvernements, puis c'est à la base nos gouvernements, ont décidé d'imprimer de l'argent. Donc, un 100$, quelqu'un va te donner un autre 100$, puis je vais te prêter une coupe de 20$. Donc, là, quand on arrivait, puis on disait, OK, moi, je veux acheter cette montre-là, puis c'est la dernière. OK? Une belle Invicta, je les aime, mes montres. OK? Alors, ça va un petit peu plus que 100$, mais tant qu'on veut l'acheter, avant, j'avais 100$ en échange. Mais là, le gouvernement en a imprimé 100$. Puis il dit, hey, Maurice, moi, j'en ai 5, moi, 20 qui vaut 100. Puis moi, tout, j'ai un autre 5, 20 qui vaut 100. Alors, comprenez-vous que là, hey, m'a donné, moi, 120 pour ta montre. OK, moi, m'a donné 140 pour ta montre. OK, moi, m'a donné. Et c'est comme ça qu'on hausse la valeur du bien ou du produit et qu'on crée de l'inflation. En partant de là, j'ai commencé à me dire, OK, jusque-là, ça, je le comprenais. J'en ai déjà fait des podcasts là-dessus. Maintenant, quoi rapport avec l'inflation d'aujourd'hui? Puis pourquoi, oui, on comprend qu'ils ont printé. Pourquoi ils ont printé? Pourquoi ils ont le droit de printer? Pourquoi les Américains, le Canada? Comment ça qu'eux autres, ils ont le plein pouvoir? Comment ça vient? Et là, j'ai fait des découvertes intéressantes. À la base, puis je vais essayer de rendre ça bien simple. Ce que j'ai compris, c'est que souvent, ça part d'un conflit. OK? Puis, puis les Américains, dans le dernier, là, on va dire 75 ans, mais on peut aller un peu plus loin, mais surtout dans le dernier, depuis 1944. 1944, c'est quoi? C'est la fin, ou presque la fin de la Deuxième Guerre mondiale, right? C'est sûr que c'est 45, là, mais en 44, les États-Unis, puis dans la guerre, ils ont pris un impact important. C'est eux autres qui ont lancé Hiroshima. C'est eux autres qui ont aidé les Français à se débarrasser de Hitler et des nazis. Alors, on pense que c'est à cause de leur puissance militaire que les Américains sont devenus les rois de la planète ou la puissance mondiale, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'à la base, en 1944, les Américains avaient accumulé beaucoup d'or, une grosse portion de l'or disponible sur la planète. Et il y a un moment donné où, après la guerre, en fait en 1944, les alliés, les pays, parce que c'était alliés pour la guerre, ont comme reconnu que les États-Unis avaient beaucoup d'or. Et à ce moment-là, l'or était... les Américains, le coup de Jimmy qu'ils ont eu, en fait, c'est de dire à leurs alliés, écoutez, on va faire un deal avec vous autres, on va avoir de l'argent, mais on va toujours avoir de l'argent en rapport avec l'or. Donc, ça va toujours être à côté par l'or. Et l'entente, c'était qu'à chaque once d'or, on va donner 35$. On va avoir 35$ en échange. Donc, si vous avez de l'or, donnez-nous votre or, on va vous donner 35$, puis le dollar américain va devenir la monnaie mondiale et la monnaie de référence pour toutes les transactions. Et en 1944, les Alliés ont accepté ça. Et c'est là qu'a été, on appelle le système de Bretton Woods, qui a été approuvé et mis en place. Alors déjà là, c'était un bon coup de génie des Américains parce qu'ils devenaient par le fait même la monnaie mondiale, donc par la banque, la puissance mondiale. C'est comme la banque au Monopoly, OK? T'es la banque au Monopoly et c'est toi qui gères tout. Maintenant, il y avait une règle. C'est 35$ pour chaque once d'or. Alors, la Fed, qui est la réserve qui gère l'or puis la monnaie, signe avec tous les pays, les alliés, dans ce traité-là de Bretton Woods, que nous, on va gérer ça, puis le commerce international va juste bien s'en tenir.
Pendant ces années-là, la guerre finit 45, 50, 55, 60. Hey, tout va bien, les Américains prennent la puissance et tout ça. Là, il arrive en 1960, la guerre du Vietnam. Vous vous en rappelez peut-être? Mais là, la guerre du Vietnam, les Américains s'en vont là, il y a des dépenses, ça coûte cher, le pays produit beaucoup moins, est beaucoup moins productif à cause de la guerre, et les Américains décident, avec la Fed, d'imprimer des dollars sans en parler aux alliés. Ce qui arrive, c'est que là, ils ne respectent pas la loi du 35 $ par 11 $. Et en imprimant de l'argent, les Américains vont comprendre qu'ils impriment de l'argent, mais oui, ça se passe à l'interne du pays, mais ça se passe aussi dans le commerce international. Donc, ils commencent à payer pour des biens qu'ils achètent d'autres pays, des alliés, avec de l'argent imprimé. Puis de l'argent qui est accoté par l'11 $ à 35 pour 1. Et là, il arrive qu'ils continuent ça. Puis là, ça roule ça, là, la guerre du Vietnam, fin. Puis là, ben, à un moment donné, vers les années 70, ça a duré quand même 10 ans, là. Là, les alliés commencent à dire, voyons donc, comment ça que ça a l'air facile, là, ils ont trop de l'argent, puis... Alors, puis c'est la France et la Suisse, au départ, qui se doutent quelque chose qui ne va pas et qui décident de dire qu'aux États-Unis, on a votre cash, nous, on veut avoir notre or. On veut avoir l'or équivalent à ça. Et au départ, c'est des petites transactions, une couple de millions, ici et là. Mais là, les autres alliés se parlent et disent, ben, hey, ouais, c'est vrai ça? Ça se pourrait-tu qu'il n'y ait pas l'équivalent de 35 $ par 11 $ d'imprimer en ce moment, puis qu'il y en a imprimé plus sans nous le dire, puis que si on veut aller sortir notre or, on va le voir, ils ne pourront pas tout nous donner notre argent, right? Ou tout notre or pour l'argent qu'on a. Et ça a fait paniquer les Américains, puis ça a créé un conflit entre les alliés. Et c'est là que le 15 août 1971, l'année suivante, le président des États-Unis, Richard Nixon, un beau dimanche, s'en va à la télé, puis il annonce que fini, les Américains ne vendent plus de leur or. Donc les gens ne peuvent pas racheter de l'or avec l'argent américain. Puis il dit, je suis désolé, mais c'est fini ça. Il ne l'explique pas de même. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'on a imprimé de l'argent, puis on ne pourra pas, si tout le monde ramène leur argent en échange de leur or, ça ne marchera plus. Et là, les alliés, c'est pas des nonos. Là, les alliés, eux autres, ils ont dit, wow, on est prêt du cash, en pensant qu'on a de l'or équivalent dans la réserve de la Fed aux États-Unis. On pense que c'est plus bon. Ben, écoute, là, c'est fou. Là, l'or qui restait, les alliés ou ceux qui venaient d'acheter allaient acheter de l'or ailleurs. Donc, l'or monté. Parce que là, l'or était moins disponible. Ben, c'est une question d'offre et de demande. Puis ensuite, ben, le dollar aussi a perdu la moitié de sa valeur parce que là, ils ont déterminé qu'il y avait probablement imprimé le double d'argent à ce moment-là, dans ces années-là. Et ça a créé un conflit, un crash. En 1973, c'est la crash boursier aux États-Unis, un peu comme on vit en ce moment. Et les Américains sont comme, wow, on fait quoi avec ça? Ben écoute, il faut que je lui donne un autre coup de génie de Richard Nixon, le président des États-Unis. Lui, il se retourne d'abord et il dit, ben, il va aller négocier avec les pays, l'Arabie Saoudite. Ça seulement pourquoi il y a eu des ententes entre l'Arabie Saoudite et les pays producteurs de pétrole, comme l'Irak, l'Iran, tout ça, puis les pays du Moyen-Orient. Et Richard Nixon arrive à s'entendre avec les pays producteurs de pétrole pour dire, hey, tout votre pétrole, ok, vous le savez, il y a beaucoup d'argent américain à l'échelle mondiale, on va signer une entente que vous vous faites payer seulement en US dollars. Les pays producteurs de pétrole disent, OK, mais en échange de quoi? En échange de deux choses. Nous, on est un fabricant d'armes, on va vous armer, on va vous aider avec l'armement, et on vous offre notre protection. Et les pays producteurs de pétrole ont dit oui, ont signé l'entente. Alors, voyez-vous le génie des États-Unis de dire, toute la population a des dollars, veut avoir l'or, nous, on n'en donne plus, ça a fait crasher notre monnaie, ça a créé de l'inflation avec l'or, mais là, les pays du monde vont pouvoir prendre leur argent et la dépenser dans le pétrole, tout le monde en a besoin. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'expression qui est née de pétrodollar. Alors, là, les gens des alliés, ça les a calmés un petit peu, mais encore, il y avait trop d'argent dans le marché mondial pour juste acheter du pétrole. Les Américains ont eu une autre idée de génie. Ils ont dit, on va créer ce qu'on appelle les obligations.
OK, c'est quoi une obligation? Une obligation, en fait, c'est juste un reçu. Un reçu, comme un pad de reçu qui dit, écoute, si tu as trop d'argent, prête-moi là, je vais l'entreposer pour toi, OK, me donner un reçu, OK, un peu comme dans le temps avec l'or et les banques, là. Et je vais te, même pas si tu m'emprêtes, je vais donner un reçu, qu'on appelle l'obligation, pour un temps, et que je te l'emprunte pour un an, mais je vais te remettre un intérêt. Alors là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à offrir un paquet d'obligations. Ils ont comme imprimé des obligations. Alors, ça venait calmer le monde puis l'économie mondiale parce que là, les gens pouvaient dépenser ou prêter ou investir leur dollar américain. Jusque-là, tu peux voir que c'est des génies, ceux-là. Là. Mais là, ben, les Américains, ils avaient un peu la voie libre de continuer d'imprimer autant des dollars que d'offrir autant d'obligations qu'ils voulaient. Peu importe les intérêts qu'ils avaient à repayer lorsqu'ils les remettaient, ils imprimaient de l'argent. Capoté, hein, quand ils pensent. Et ça a duré presque 20 ans. Jusqu'en 1999, où est-ce que là, l'Europe, OK, l'Europe se sont unifiés, OK, et on dit, nous, time out, là, on a créé l'euro, et on n'aillerait pas ça, nous autres, au pays de l'OPEP s'était créé, là. Ça, c'est l'Organisation des pays producteurs de pétrole. Et on dit, écoute, on pourrait-tu payer en euros, nous autres, au lieu de payer en US dollars? Et ça a créé un conflit parce que les Américains ne voulaient pas. Et devinez, c'est qui le premier à avoir dit aux pays d'Europe, puis l'OPEP par la bande, là, qui représentait, le premier à avoir accepté ça, c'est l'Irak et Saddam Hussein. C'est drôle, hein? Puis le deuxième pays, c'est la Syrie. Eux autres ont dit oui, on accepte que vous payez notre pétrole en euros. Qu'est-ce qui est arrivé? Puis pendant ce temps-là, la Russie et l'Iran sont... Ben, Caroline, si l'Irak l'accepte puis la Syrie l'accepte, peut-être qu'on devrait l'accepter aussi. Eux autres, leur gros de leur exportation, c'est les pays européens. Mais là, l'OPEP a même commencé à dire, ben écoute, on pourrait peut-être se faire payer en euros aussi. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite de ça? En 2003? Vous rappelez-vous? Hein? Les Américains décident d'envahir l'Irak. Sous un prétexte de missiles nucléaires et tout ça. Mais ils ont envahi. Out Saddam Hussein. Et sont venus en disant fini. Puis là, ben, je peux vous dire aussi qu'ils ont fait la même chose en Syrie. Puis là, je veux pas que ça devienne un débat politique, là, mais ils ont fait la même chose en Syrie. Et ils ont ramené le dollar américain comme seul et unique mode de paiement pour les pays de l'OPEP et le pétrole. Là, tu te dis, OK. Et là, ça continue, ça. En 2005, l'Iran commence à négocier, parce que l'Iran, les autres sont toujours intéressés, et commence à négocier avec les Japonais et les Chinois pour une devise alternative. OK? On parle du yen et tout ça. Et en 2008, paf, ils ouvrent ça, eux autres. En 2008, l'Iran accepte les dollars japonais et chinois comme devise alternative. Et l'Iran, là, parce que là, ils veulent faire le même mécanisme que les Américains, ils se mettent à printer de l'argent. Alors là, qu'est-ce que les Américains font? Grosse sanction économique. Grosse sanction économique. Puis là, ils menacent l'Iran, plus le Japon, plus la Chine, de sanctions économiques. Puis par la bande, ça a créé la chute de l'Iran. Et avec ce conflit-là, ça l'a aussi en 2008, on le sait, ça a créé le crash immobilier aux États-Unis. Et les Américains ont fait quoi? En 2008, pour sortir du crash immobilier puis de la bulle immobilière? Printer de l'argent. Ils ont encore printé de l'argent. Parce qu'il y avait toujours le potentiel de faire ça. Là, ça nous amène, print de l'argent, roule là-dessus. Arrive quelle année? 2020. 2020 et quoi? Le COVID. Alors, pendant 2 ans, depuis 2020, ils ont printé, imaginez, pire que jamais, 40% de toute la monnaie jamais imprimée aux États-Unis a été imprimée en 2020 puis 2022. Alors, et là, 2022, arrive quoi? La guerre en Ukraine. Puis là, je ne sais pas si vous le savez, là, mais la Russie l'a dit, là. La Russie a commencé à dire aux pays européens, vous allez, puis là, c'est plus une négociation, une entente, c'est vous allez nous payer en roubles. Puis la Chine veut faire la même affaire en disant, hey, vous allez aussi nous payer dans notre monnaie. Et qu'est-ce que les Américains vont faire en ce moment?
des sanctions, puis des sanctions, puis des sanctions. Alors, on peut voir que c'est toujours des conflits qui se répètent. Pas les mêmes conflits. Puis il y a des conflits qui ont été pires que d'autres. Mais à la base, on s'en va où, nous, le peuple, avec ça? Là, il y en a qui... écoute, nous, là, on ne se le cachera pas, le Canada, on est le petit frère des États-Unis. Si les États-Unis pognent la grippe, là, nous autres, on pogne la grippe, right? Alors, pour nous, l'idéal, c'est ça que les Américains sortent un lapin de leur chapeau, ou un tour de leur sac, puis qu'ils signent un autre deal, ou bien qu'ils refassent ou qu'ils continuent à trouver une façon de faire du dollar américain, le dollar universel mondial. Mais, y croyez-vous? Croyez-vous, là, dans la situation où on est, est-ce que vous pensez que les Américains ont la même power pour le faire avec ce qui se passe? Puis la Russie qui a signé un accord de 30 ans avec les Chinois sur que les Chinois étaient pour acheter tout le pétrole ou les ressources que les Russes ne vendraient plus à l'Europe. Là, la Finlande, la Suède qui veulent se joindre à l'OTAN, mais que là, il y a d'autres pays qui s'opposent parce qu'ils ont peur de la guerre. Est-ce que ça se pourrait que ça soit le début de la fin pour les Américains? Est-ce que ça pourrait être la fin de leur titre de puissance mondiale et la naissance d'un nouvel ordre mondial? Ça m'amène à une vidéo que je suis en train d'écouter, puis quelque chose qui m'intéresse au bout, qui est le nouvel ordre mondial. Je vais vous avouer que je suis craintif sur comment la suite s'enligne. Je ne sais pas vous autres, mais je trouve qu'on n'a peut-être jamais été dans une position aussi critique. Et je pense que les circonstances sont complètement différentes avec la mondialisation des communications, l'accès à l'information, la vitesse, la technologie. Je pense qu'on va être pris avec ça pour un bout. Puis, la semaine prochaine, je vais vous parler de ça. Je vais faire cette vidéo-là sur la nouvelle ordre mondiale. J'ai commencé avec la vidéo de Ray Dalio. C'est pas mal intéressant. Et lui, en gros, ce qu'il dit, c'est que toutes les puissances ont des cycles. Et c'est des cycles qui se répètent. Et selon lui, on serait probablement dans la fin du cycle de la puissance ou de l'Empire américain. Et si c'est le cas, il va falloir qu'on se questionne. Il va falloir qu'on... Si on ne veut pas chuter avec l'Empire américain, autant comme pays que comme individu, il va falloir y réfléchir et trouver des solutions. Puis, la question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous voyez ça aussi comme, je dirais pas noir, mais presque, que moi? On dirait que je vois pas ça positif pendant tout. Je vois pas ça. Ça va être. On va avoir des questionnements à répondre. Des questions à répondre, puis des questionnements à se faire. Entre nous. Puis se dire les vraies affaires, zéro bullshit, parce que j'ai comme l'impression ça va brasser dans les prochains mois, années, gang. En tout cas, j'avais le goût de parler de ça aujourd'hui. Je suis à cause un litre d'essence à 2,20 qui m'a amené dans des recherches d'ici. Puis je suis quelqu'un où j'écoute des vidéos, je lis des affaires, je prends des notes. Puis je trouve ça fascinant. Puis j'aime mieux être celui qui comprend un peu plus les affaires que celui qui comprend rien. So, c'est pour ça que je vous transmets ça après ça. Puis j'essaie de... J'ai pas de réponse, là. Je suis pas... peut-être plus nono que les autres, là, mais j'ai pas de réponse aujourd'hui. J'ai plus simple des questions. Ça va, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez ça? Y en a-tu dans vous autres qui connaissez ça, là, le nouvel ordre mondial? Vous en pensez quoi? Écrivez-moi dans les commentaires. Cool? Puis l'indice, on va mettre juste pétrole. Ouais, mettez au prix du pétrole. Hein? Prix du pétrole. Mettez ça comme indice. Puis, écoutez, la semaine prochaine, je vais parler de ça, là. Le nouvel ordre mondial, j'ai trouvé ça fascinant. C'est assez complexe, c'est une vidéo d'1h30. Puis, mais je veux bien l'écouter, le réécouter, le comprendre. Puis, je vous en parle la semaine prochaine. Alright? Donc, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Puis, on se reparle la semaine prochaine pour un autre podcast. Les vraies affaires, zéro bullshit. Hey, ciao la gang!